Bonsoir. Merci à tous d'être si nombreux pour cette session en direct sur la thématique de l'alimentation des animaux domestiques. Donc, je me présente, je suis Dr Nafissa Tabi, vétérinaire et responsable technique de la gamme nutrition HPM chez Virbac France. J'ai le plaisir de recevoir mon confrère Dr Pascal Flicoteau. Bonsoir Pascal. Donc Pascal est notre expert en nutrition. Je vais te poser plein de questions, mais avant de te les poser, petite précision pour nos participants, pensez à poser vos questions au niveau du chat en direct et on essaiera d'y répondre au maximum à la fin de la session. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais te poser ma première question. En quoi nos animaux ont-ils des besoins spécifiques? Bonsoir Nafissa, merci pour ton invitation. Plaisir. En quoi ils ont des besoins spécifiques? C'est des carnivores et avec en plus un transit rapide, ce qui fait que leurs besoins sont sensiblement différents des nôtres. Donc on ne peut pas transposer ce que nous on fait pour notre alimentation sur nos chiens et nos chats. Alors ils ont des besoins spécifiques en qualité et en quantité. Et on va aujourd'hui s'intéresser d'abord aux aliments secs, les croquettes, puisque c'est probablement le type d'aliment qui est le plus consommé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions, mais voilà, simplifier les choses aujourd'hui, on va commencer par ça. Bonjour. Et donc, ce qui va caractériser leurs besoins, c'est certains nutriments, notamment, qu'ils doivent spécifiquement trouver dans leur alimentation. À défaut de ne pas l'avoir dans leur alimentation, ils ne seront pas en bonne santé. Donc, il y a ces nutriments qui sont indispensables à la santé, on les appelle essentiels, et ils sont de plusieurs natures. Il y en a certains qui vont être trouvés dans les lipides, donc les acides gras essentiels. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains acides gras polyinsaturés ou les oméga 3, les oméga 6. Il va y avoir certaines vitamines, chez les carnivores, il y a particulièrement, notamment, une dépendance à certaines vitamines qui doivent être d'origine animale. Par exemple, la vitamine D. Nous, on peut fabriquer notre vitamine D si on est suffisamment exposé au soleil. Le chat, lui, il ne sait pas faire. C'est physiologiquement, son corps ne sait pas faire. Donc, il est obligé de trouver cette vitamine D d'origine animale déjà dans son alimentation. Ils ont des besoins en minéraux et en oligo-éléments aussi qui sont spécifiques et notamment ils ont des besoins en minéraux qui sont très importants par rapport à nous, humains. Et aussi des besoins en acides aminés essentiels. Alors, c'est quoi les acides aminés? Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Donc, en gros, une protéine, c'est comme un grand collier de perles avec plein de petites boules qui sont les acides aminés. Et ces petites boules sont les acides aminés. Et donc, il y a certains acides aminés qu'on serait capable de recomposer nous-mêmes dans notre organisme à partir d'autres. Mais il y en a certains qu'on est incapable de fabriquer nous-mêmes et on est obligé de l'avoir dans l'alimentation. Et les chiens et les chats sont particulièrement dépendants à certains acides aminés, notamment des acides aminés d'origine animale. Il y en a 10 chez le chat, plus la taurine, par exemple. Donc, c'est un peu plus que chez l'homme. C'est aussi une caractéristique des régimes carnivores, en fait. Et c'est important donc qu'il trouve ces acides aminés essentiels dans son alimentation. Sinon, il ne pourra pas fabriquer ses propres protéines. Donc, il sera carencé. Et donc, il sera carencé. Donc, c'est la présence en quantité et en qualité de l'ensemble de ces nutriments essentiels et leur équilibre entre eux qui va faire qu'on va répondre à leurs besoins et on va avoir un régime alimentaire. Du coup, il sera complet et équilibré. D'accord. Donc, finalement, on a des matières grasses, des lipides, on a des protéines. Est-ce qu'on peut apporter des fibres? Alors, c'est aussi indispensable chez les carnivores, même si les fibres sont d'origine végétale. C'est indispensable à leur santé, c'est indispensable au bon fonctionnement de leur système digestif. Ça peut avoir aussi d'autres fonctions pour la santé, mais ça reste indispensable, même si ce n'est pas d'origine animale. Et autre nutriment qui est indispensable, c'est l'eau. On n'y pense pas forcément toujours, mais c'est indispensable pour le coup à la santé de tous les êtres vivants. Ok. Alors, si on couvre ces besoins en protéines, en lipides, en eau, en oligo-éléments, en vitamines, etc., qu'en est-il du rythme alimentaire et comment on peut distribuer l'aliment aux chiens et aux chats? Alors, les deux sont très différents.
Le chien est capable de jeûner assez longtemps, et ce qui fait qu'il peut manger 1 ou 2 repas par jour, ça suffit largement, dans la plupart des cas. À l'inverse, le chat, physiologiquement, c'est une espèce qui fait des tout petits repas répartis sur la journée. Donc c'est vraiment un animal qui va manger en fractionné. Donc on ne peut pas avoir les mêmes modes de distribution pour un chien et pour un chat. Il faudrait lui donner plus souvent une petite quantité plusieurs fois par jour. C'est exactement ça. Le chat a besoin de petites quantités à la fois, mais régulièrement sur la journée. Ce qui fait que ce n'est pas toujours évident quand on est absent longtemps, quand on va travailler par exemple. Ok. Et tu parlais de l'eau justement. Donc, qu'en est-il des besoins en eau? Comment on fait pour les couvrir? Alors, le chien va se débrouiller relativement instinctivement tout seul. Généralement, il boit les quantités qu'il lui faut, ça pose pas de problème, sous condition de lui donner accès à de l'eau propre à disposition. Le chat, lui, boit souvent peu, voire trop peu. Donc, c'est toujours important pour le chat, non seulement de le stimuler avec, par exemple, des fontaines à eau ou des gamelles à différents endroits, dans différents types de récipients, un petit peu en hauteur, etc., pour l'encourager à boire, mais aussi de lui apporter des aliments qui contiennent plus d'eau. Je vous disais, on parlait des croquettes. Les croquettes, c'est très pauvre en eau, c'est sec, c'est un aliment sec, on tourne à 6-8% d'eau. Donc pour le chat, pour lui apporter de l'eau dans un aliment, finalement, c'est intéressant de lui donner des pâtés, des sachets, qui vont contenir 80% d'eau. Donc le fait de lui faire manger de l'eau, ça permettra de s'assurer qu'il ait une hydratation suffisante. Et c'est la meilleure prévention à moyen et long terme, notamment pour la santé du système urinaire et rénal chez le chat. Ok, très bien. Alors, j'ai une autre question. On parle beaucoup de surpoids, d'obésité, on parle même d'épidémie chez l'humain. Qu'en est-il chez les chats et les chats? Est-ce qu'ils sont concernés également? Alors, oui, je vous vois venir. En fait, on est obligé de constater qu'effectivement, on retrouve la même épidémie, la même tendance, j'ai envie de dire, chez nos animaux de compagnie. Alors, principalement, j'ai envie de dire chez le chat, en tout cas, ça se voit encore plus chez le chat. Dans ma pratique, en moyenne, à peu près comme ça, j'ai un chat sur 2 qui passe à la clinique qui est en surpoids. Alors, dans ceux-là, ils ne sont pas tous obèses, mais un chat sur 2, oui. C'est très, très important. Et chez le chien, on retrouve la même tendance, mais avec un petit temps de retard, j'ai envie de dire un petit peu moins. Moi, j'aurais plutôt le sentiment qu'on est autour de 30% à peu près de surpoids. Et quelle est la raison? Alors, il y a plein de raisons différentes. On parlait il y a un instant de la composition, en fait, donc des nutriments. Le surpoids, finalement, au bout du compte, c'est l'excès d'apport calorique, l'excès d'énergie consommée. Parce que tous les nutriments, tout ce qu'on mange, tout ce qu'il y a dans l'alimentation, tout ça, ça fait de l'énergie, ça fait des calories. Donc c'est un déséquilibre entre l'apport énergétique, ce qu'on donne à nos animaux à manger, et leurs besoins. La balance n'est plus équilibrée. Alors ça, il peut y avoir plein de raisons à ça. La première, c'est quand même qu'ils sont comme nous, ils sont de plus en plus sédentaires. C'est des animaux de compagnie qui maintenant vivent avec nous à l'intérieur des maisons, ce qui n'était pas le cas il y a 30, 40, 50 ans. Les chiens vivaient dehors, les chats dehors. Maintenant, ils sont énormément à l'intérieur avec nous et ils ont un mode de vie qui est très calqué sur le nôtre. Nous sommes plus sédentaires, ils sont davantage sédentaires. Donc, la sédentarité fait que les besoins énergétiques diminuent. Et donc, c'est une prédisposition à la prise de poids. Un peu comme ce qu'on rencontre aussi peut-être pour l'homme. D'accord. Et est-ce qu'en fonction du stade de vie aussi, il peut y avoir des besoins énergétiques différents? Alors, il y a en plein de situations différentes qui vont provoquer des modifications de ces besoins énergétiques. Des situations normales, j'ai envie de dire, de la vie. Déjà, un animal en croissance, quand on prend un chien ou un chat, on prend souvent un animal jeune, un chaton ou un chiot. Et au moment où on l'accueille, il est en croissance, il a des besoins énergétiques élevés pendant la croissance. Mais finalement, leur croissance est assez rapide, ils deviennent assez rapidement adultes et leurs besoins énergétiques diminuent fortement par rapport à la croissance à l'âge adulte. Donc déjà, le changement de stade de vie nécessite une adaptation alimentaire puisque le besoin énergétique baisse. Et pareil, au fur et à mesure de la vie, en vieillissant, les besoins énergétiques vont varier, mais aussi en fonction des évolutions de leur mode de vie, s'ils ont accès à un jardin à un moment donné, puis à un autre. Et puis, une situation très courante qui est la stérilisation.
Alors, la stérilisation va induire des modifications qui font que le besoin énergétique de notre animal, que ce soit un chien ou un chat, diminue de 20 à 30%, et ça a été extrêmement bien démontré, documenté, prouvé de manière scientifique. Donc, c'est aussi une modification de la vie de l'animal qui fait que ça modifie son besoin énergétique. Donc la stérilisation fait grossir. Alors, c'est une idée reçue, c'est un raccourci en fait qui est faux. La stérilisation elle-même ne fait pas grossir. Par contre, la stérilisation diminue le besoin énergétique. Si on n'adapte pas le besoin énergétique, c'est à ce moment-là, effectivement, on va avoir une prise de poids assez rapide. Ok, donc finalement, si les besoins évoluent au cours du temps, ça veut dire que finalement, on doit changer l'alimentation souvent? Alors, on doit la changer régulièrement, effectivement, mais pas tous les 4 matins. Il n'y a pas besoin de changer tous les jours l'alimentation de son chien ou son chat. Déjà, parce que contrairement à l'espèce humaine, ils sont finalement faits, entre guillemets, pour manger à peu près la même chose tous les jours. Leur fonctionnement digestif est fait comme ça. Ils n'ont pas besoin de varier leur alimentation, comme nous. Par contre, comme on le disait, les variations des situations de vie et des différents stades de la vie de notre animal de compagnie font qu'on va être obligé de changer d'aliment en fonction de ces différentes phases. Un animal en croissance, un animal adulte, s'il est stérilisé, pas stérilisé, s'il est actif, s'il est sédentaire. Là, on va adapter, effectivement, et on va changer l'aliment à ce moment-là. Donc finalement, c'est pas si simple et on ne peut pas se débrouiller tout seul. C'est pas toujours si simple. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur la place qu'occupe l'alimentation de nos animaux domestiques aujourd'hui? Dans le temps, donner un aliment à un chien ou à un chat, simplement pour le nourrir et puis lui apporter de l'énergie. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un aliment pour chien ou chat? Alors, tu as raison d'en parler. Aujourd'hui, ça va au-delà d'apporter simplement l'énergie à un animal. Je vous expliquais qu'il y avait différents nutriments, des nutriments essentiels qui devaient être présents en quantité, en qualité. Et le fait d'avoir une alimentation qui apporte tous ces nutriments en quantité et en qualité suffisante fait qu'on va avoir un animal en bonne santé. Et surtout en bonne santé plus longtemps. Donc ça a aussi été très bien démontré et documenté. Il y a des études qui ont montré, par exemple, un allongement de l'espérance de vie en bonne santé de 2 ans, ce qui est énorme, ramené à la durée de vie d'un chien ou d'un chat. Et on ne parle pas là, on parle pas de record de longévité, hein. On parle d'espérance de vie en bonne santé, donc de confort de vie, de qualité de vie. Donc la nutrition, c'est un puissant moteur de santé et de qualité de vie. Très bien. Alors, ok, j'ai compris quels sont les besoins de mon animal, mais aujourd'hui, je ne sais plus où donner de la tête entre ce qu'il y a chez le vétérinaire, ce qu'il y a en animalerie, ce qu'on va retrouver aussi au supermarché. Franchement, on ne sait plus quoi choisir. À quoi on doit faire attention? Quelles sont les astuces? Comment tu peux nous aider à y voir un peu plus clair? Je comprends ta question parce que effectivement, il y a une offre qui est pléthorique. J'ai presque envie de dire qu'on en trouve partout, ou presque, et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Alors, déjà, d'amener un peu de bon sens, tout simplement, dans les choix qu'on fait. Forcément, il y a des packaging qui sont beaux, qui sont plaisants, qui nous attirent, qui attirent l'œil, déjà, et puis qui nous donnent un petit peu envie d'acheter. C'est pas pour autant que c'est le meilleur choix. Alors, je m'explique, quand on a une magnifique photo d'un beau steak de saumon ou d'une belle entrecôte sur un sac de croquettes, c'est très joli. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le sac, c'est pas ce qu'il y a dans les ingrédients. Même si ça donne envie. Même si ça donne envie. Donc, si vous avez envie d'une entrecôte, vous allez au rayon boucherie. Mais voilà. Donc, du coup, ça, c'est trompeur. Donc, ça, on ne prend pas. Voilà. Et vous pouvez aussi regarder sur le sac, il y a certaines fois des mentions qui sont notées dessus et toutes ne sont pas toujours chargées de sens. Oui. Il y a des allégations qui sont un peu trompeuses, pour ne pas dire fumeuses. Quand on voit des allégations de type plus écologique ou pour animal sensible ou plus naturel. En fait, c'est des dénominations qui n'engagent que
le fabricant qui le marque sur le sac, mais qui n'ont aucune définition légale derrière, qui sont creuses en fait. Il n'y a pas de notion médicale ou de santé ou scientifique derrière. Et ça peut induire le consommateur en erreur, finalement. C'est souvent des allégations trompeuses. Voilà. Donc, ne pas se fier aux belles images et aux jolis petits mots qui pourraient être mis dessus. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'allégations, est-ce qu'un aliment complet est forcément 100% naturel? Ça, qu'est-ce qu'on entend par complet? C'est un aliment dans lequel on va trouver tous les nutriments essentiels. Oui. Donc, pour qu'il soit complet, il faut aussi qu'il y ait dedans des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qu'il faut bien rajouter dans le mélange quand on fabrique l'aliment. Et donc, ces vitamines, ces minéraux, etc., ce n'est pas des matières premières natives, c'est des matières premières, c'est des additifs. Voilà. Et donc, pour faire un aliment complet, on est obligé de rajouter ces additifs-là qui sont nécessaires à la santé. Donc, la notion de naturel est quand même à prendre avec beaucoup de pincettes. D'accord. Voilà. Donc, c'est complet et naturel, c'est deux choses différentes. Ok. J'ai un autre exemple. Par exemple, les croquettes sur lesquelles tu vois correspondent à tous les stades de vie. T'en penses quoi? J'en pense que je ne l'achèterai pas. Voilà. Et que même si on me les donnait, je ne les prendrais pas. Parce que je pense que tout le monde aura compris qu'un chaton en croissance, il n'a pas les mêmes besoins, ni en énergie, ni en quantité de certains nutriments, ni en minéraux, qu'un chat adulte. Donc, si jamais on tombe sur un aliment qui nous dit qu'il convient à l'animal en croissance et adulte, c'est pas possible. C'est pas possible scientifiquement. Et ça ne correspond pas à la législation française et européenne. Donc, méfiance. C'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Ça va forcément, à un moment donné, aller à l'encontre de la bonne santé de notre animal. Ok. Donc là, tu nous parles un petit peu du packaging, de ce qui nous saute aux yeux. Mais est-ce que sur l'étiquette, sur l'étiquetage, on peut aussi avoir des informations intéressantes? Alors, la première chose à regarder, j'ai envie de dire, c'est s'assurer que l'aliment qu'on choisit corresponde à notre animal. Si c'est un animal en croissance, on a dit, si c'est un adulte, s'il est actif, s'il est sédentaire, s'il est stérilisé, s'il n'est pas stérilisé, s'il est âgé, s'il n'est pas âgé. Parce qu'à chaque phase de la vie, les besoins en quantité de certains nutriments ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important de choisir un aliment qui correspond aux caractéristiques de notre animal. Ça, c'est relativement simple. Après, on peut aller chercher des petites informations au dos de l'aliment ou écrit en plus petit sur l'étiquette. Vous avez de manière obligatoire la liste des ingrédients, par exemple, qui est notée. Alors, quoi en déduire? C'est pas toujours facile à interpréter, mais par exemple, déjà, juste savoir que la liste des ingrédients est notée de manière obligatoire en mettant d'abord l'ingrédient qui pèse le plus lourd dans la balance quand on prépare le mélange pour faire l'aliment. Voilà. Donc, les deux premiers ingrédients, c'est les plus importants en poids. Oui. C'est toujours informatif. Donc, c'est par ordre décroissant. Et par ordre décroissant ensuite. Et se méfier aussi d'une liste d'ingrédients qui serait extraordinairement longue. Et c'est étonnant. Voilà. Si on a 25-30 ingrédients, on a l'impression de lire un menu... une carte hyper détaillée d'un menu d'un chef étoilé, c'est bizarre. Voilà. Normalement, il n'y a pas 30 ingrédients différents. Une liste trop longue, c'est souvent trompeur. En tout cas, c'est pas gage forcément de qualité. Et la composition analytique, est-ce qu'elle peut nous donner des infos? Alors ça, c'est autre chose, du coup. Okay. Ça, c'est la composition chimique du produit fini. On avait les ingrédients, et c'est une fois le produit terminé, quelle est sa composition chimique? Alors, il y a plein d'informations. Souvent, ce dont on entend beaucoup parler, c'est quand même la quantité de protéines, qui est notée de manière obligatoire. Alors, on ne peut pas tout en déduire, il faut faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Forcément, si on a un taux de protéines qui est très bas, on va se poser des questions. Mais ce n'est pas parce que le taux de protéines est très élevé que c'est forcément mieux. Une grande quantité de protéines n'est pas gage ni de qualité des protéines, ni de digestibilité. Ça ne sert à rien qu'il y en ait beaucoup si l'animal ne les digère pas. Et c'est encore moins une garantie qu'il y ait les acides aminés essentiels
le nombre et la quantité d'acides aminés essentiels suffisants pour la bonne santé de notre animal. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de protéines que c'est un gage de qualité. Alors, comment Voilà. pour le savoir? Alors, c'est pas évident. Dans certains cas, déjà, on peut avoir regardé un petit peu, avec un œil un petit peu averti, la liste des ingrédients. Et puis, surtout, on peut aussi interroger le fabricant. C'est-à-dire qu'on peut demander au fabricant, le contacter, lui demander quelles sont les sources de protéines, lui donner les mesures de digestibilité des protéines, le spectre en acides aminés, ce qu'on appelle l'aminogramme. C'est généralement des données que des fabricants sérieux ont. Voilà. Donc, il faut aller chercher l'information. D'accord. Et quels sont les taux aussi qui peuvent nous donner des informations? Alors, on peut regarder par exemple la quantité de calcium et la quantité de phosphore. Alors, ce n'est pas une obligation légale que cette quantité de calcium et cette quantité de phosphore soient notées sur le sac. Il n'empêche que, si elle n'est pas notée sur le sac, je vous déconseille fortement d'acheter le produit. On ne peut pas donner à un aliment dont on ne connaît pas les quantités en calcium et phosphore. C'est les minéraux les plus importants en quantité pour la santé de nos chiens et de nos chats. Et qu'il n'y en ait pas assez ou qu'il y en ait trop, les deux sont des situations préjudiciables qui peuvent amener des troubles de la santé, de même que le rapport entre la quantité de calcium et la quantité de phosphore. Donc, pour connaître ce rapport calcium-phosphore, il me faut bien la quantité de calcium et la quantité de phosphore. Okay. Et en plus, pour un animal en croissance, il en faudra davantage que pour un animal adulte. Donc, cette information-là, elle doit figurer sur l'étiquette. D'ailleurs, je pense que les fabricants sérieux, il n'y en a aucun qui ne stipulerait pas sur l'étiquette la quantité de calcium, la quantité de phosphore. Ça fait partie des infos de base à rechercher. Ok. Alors, dans les quantités de minéraux, on peut regarder le taux de cendre, parce que ça aussi, c'est des questions que moi, je peux avoir en clientèle. Alors, spoiler, non, il n'y a pas de cendre qui serait mise dans l'aliment. Personne ne fait ça. D'où ça vient, ce taux de cendre? En fait, quand on veut connaître le taux de minéraux au global de l'aliment, du produit fini, on va prendre un échantillon de l'aliment, et on l'emmène au laboratoire, et on va le faire brûler dans un four spécial. Et une fois qu'il aura brûlé, il va rester des cendres, un petit résidu, comme quand on fait un feu de cheminée. Et on va peser ce résidu, et c'est la quantité de minéraux, de tous les minéraux présents dans le produit fini. Alors, l'interprétation de ce taux de cendre n'est pas toujours aisée. Déjà, forcément, attention, si c'est un aliment pour un animal en croissance qui contient plus de minéraux que pour un animal adulte, première chose. Et si on parle des croquettes, c'est des aliments secs, il y a plus de minéraux que dans les aliments humides, forcément. Les aliments humides, beaucoup d'eau. Sur des aliments secs, pour un animal adulte, si on a des taux de cendre qui sont très élevés, 8, 9, 10% pour un animal adulte, c'est un indicateur d'une mauvaise qualité de l'aliment, une mauvaise qualité des matières premières de l'aliment. Voilà. Ok. Donc là, déjà, quand même, on a pas mal d'infos. Bon, après... c'est peut-être pas suffisant. Je pense qu'il faut quand même faire appel à un vétérinaire ou à quelqu'un qui a des compétences en nutrition pour nous aiguiller un petit peu et nous aider à faire le meilleur choix. C'est pas toujours simple. On peut pas tout tirer. Oui. Toutes les informations qu'on voudrait en regardant juste une étiquette. Et puis, il faut quand même avoir un œil averti. Donc, c'est sûr que moi, je vous encourage quand même à prendre conseil auprès d'un vétérinaire qui soit formé en nutrition, de manière à ce que vous ayez... des recommandations et des formulations qui soient claires et des choix étayés. Ok. Donc, je connais les besoins de mon chien ou de mon chat. Grâce à tes conseils, j'ai acheté le bon aliment que je donne à mon chien ou à mon chat qui mange. S'il reste sur l'étagère, ça ne sert pas à grand-chose. Et je voudrais savoir s'il lui convient. Quels sont les signes à quoi je dois faire attention pour savoir si finalement cet aliment couvre ses besoins et s'il correspond à ce chien-là précisément? Alors, il y a plein de petits critères que tu peux apprendre à regarder à la maison qui vont de sa courbe de poids, l'état de son poil, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Si tu regardes déjà le pelage, par exemple, le poil doit être brillant, il doit être bien coloré, il ne doit pas être terne. Ok. Donc, par exemple, si j'ai un chien qui, à la base, devrait avoir un poil noir, et qu'il a des reflets roux, est-ce que je dois m'en réjouir ou est-ce que je dois m'en inquiéter? C'est pas le soleil. D'accord. Voilà. C'est que si génétiquement, notre chien ou notre chat, il a un pelage qui doit être noir,
et que ce pelage se décolore un petit peu avec, effectivement, comme tu décris, les pointes qui roussissent, ça, c'est signe d'une carence en un acide aminé essentiel. Donc, ça va pas. Ok. Et pour la mue, est-ce que la mue doit durer un certain temps ou est-ce que c'est normal qu'un chien perde beaucoup de poils tout au long de l'année, par exemple? Ou est-ce que ça peut être lié à l'alimentation? Alors, il y a un impact fort de l'alimentation là-dessus. Alors, même si c'est difficile de faire des généralités absolues, parce que, bon, en fonction du type de poil, des différentes races, mais globalement, la mue dure quelques semaines, ça ne doit pas durer 6 mois. Un animal qui a une mue qui n'est pas chouette, qui n'est pas jolie, qui dure, c'est pas normal. Au moment de la mue, qu'est-ce qui se passe? L'animal change une partie de plus ou moins importante, voire intégrale, de son pelage, en fait. Il y a l'ancien poil qui tombe et le nouveau poil qui repousse. Donc, c'est un moment particulier en termes de besoins nutritionnels pour pouvoir refabriquer un nouveau pelage, surtout s'il y a les poils longs. Donc, c'est des besoins en certains nutriments essentiels qui sont particuliers. Donc, en certains acides aminés essentiels, en protéines, mais en certains oligoéléments, par exemple, en certains acides gras essentiels aussi. Donc, c'est sûr que si la mue s'éternise et qu'elle n'est pas chouette, c'est pas normal. Il faut aller regarder ce qui se passe au niveau alimentaire. Ok. Et quels sont les autres signes? Donc, on a parlé du poil. La peau, peut-être? La peau. Notre chien, notre chat, normalement, il ne doit pas avoir une odeur nauséabonde. On ne doit pas avoir une peau qui grasse, qui sent fort. Ça, c'est pas normal. On dit souvent, ça sent le chien, c'est normal. Alors, à part son odeur après la pluie, mais sinon, un chien, il sent peu ou pas. Ça ne doit pas sentir fort. Là, le chat non plus. Donc, s'il y a une odeur qui persiste, ça, c'est anormal. Okay. Et ça, il faut aller regarder ce qui se passe au niveau alimentaire. Et est-ce que les selles peuvent nous donner des informations? Je suis content que tu poses la question, parce que les selles, c'est un élément facile à objectiver et très informatif sur la qualité de la digestion et donc sur la qualité de l'alimentation. Et si l'aliment est de bonne qualité et qui convient à notre chien, ou à notre chat, on va avoir une digestion qui se passe bien et du coup, on va avoir des selles qui sont normales, bien formées, assez fermes et en quantité réduite. Voilà. Et c'est quoi le standard? Quelle est la fréquence du nombre de selles? En moyenne, on peut dire que 1 ou 2 fois par jour. Voilà, mais ça ne doit pas être 2 ou 3 fois, quoi. Si c'est 2 ou 3 fois plus que ça, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Et au niveau du dynamisme du chien, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'alimentation? Évidemment. Au global, si on a une alimentation qui convient bien à notre animal, on a notre compagnon qui est vif, qui est alerte, qui n'est pas... On ne doit pas avoir un animal qui est fatigable, voilà, qui est un petit peu plus apathique, etc. C'est aussi une source de vitalité. Oui, donc s'il est un peu mou, on s'inquiète. Voilà, faut quand même aller voir ça. Okay. Parce que, in fine, l'alimentation est un puissant facteur de santé. Donc, si on a une altération de ces critères-là, il faut aller regarder ce qui se passe. Et de la même manière que suivre aussi la courbe de poids de son chien ou de son chat, c'est intéressant. Alors, je parle de courbe de poids. Ça veut dire le peser? Ça veut dire le peser. Okay. Ce qui n'est pas toujours simple, mais ça veut dire le peser et le peser régulièrement. On ne peut pas s'attacher juste une fois à un poids sur une balance, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça. Déjà, le poids seul, sans la silhouette et la palpation, c'est insuffisant. Et puis, c'est le suivi de ce poids qui va nous dire. Et la silhouette, on peut aussi apprendre à l'apprécier. On peut apprendre à observer. Quand on regarde son chien, quand on le caresse, et son chat, c'est pareil. On doit pouvoir le caresser et sentir les côtes. On ne doit pas avoir besoin d'appuyer, de presser fort pour aller sentir. On doit avoir, une fois qu'on passe le thorax, on doit pouvoir avoir le creux du flanc. Alors, on ne doit pas avoir un flanc qui est tout mince comme ça. C'est qu'à ce moment-là, c'est un animal qui manque de muscles, ce qui est aussi un problème. Mais il ne doit pas être tout droit. Oui. Et quand on regarde de profil, on doit avoir une courbe avec la cage thoracique, l'abdomen qui remonte. On doit avoir l'abdomen qui tombe. Voilà. Donc, des petits signes sur la silhouette de son animal que vous pouvez apprendre à identifier. Vous pouvez demander à votre vétérinaire. Vous pouvez les trouver sur certains sites internet de certaines cliniques. C'est très bien documenté.
de manière à apprécier ce qu'on va appeler l'état corporel général de votre chien ou votre chat. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vois qu'on a plein de questions de nos participants. On va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Donc j'ai Gérard, bonsoir. Peux-tu donner des croquettes baby à un petit chien adulte type toy? C'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on se retrouve à accueillir un chiot dans une maison où on a déjà un chien, la facilité, ce serait de donner le même aliment aux deux. Et en plus, si on les laisse faire, attention, ils vont aller prendre dans les gamelles des uns des autres. Donc, pour répondre précisément à la question, non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le chiot a des besoins énergétiques supérieurs, mais surtout, il a des besoins en minéraux supérieurs, en protéines, en acides gras essentiels. Donc, il a des besoins qui sont tellement différents que ceux du chien adulte, même si c'est un petit chien. Et ses besoins sont différents. Donc, ils ne peuvent pas manger le même aliment. Parce qu'il reste adulte. Voilà. Il est petit. Exactement. Quand il aura fini sa croissance, ce qui est relativement rapide, les chiots, en quelques mois, il va devenir adulte, là, on pourra leur donner le même aliment. Et j'en profite pour vous donner une autre info, c'est que c'est à nous, propriétaires, de contrôler les quantités d'aliments qu'on donne à notre animal. Parce qu'il ne se régule pas spontanément. À part des situations particulières, on aimerait bien que ce soit le cas en général. Mais ils vont avoir tendance à consommer l'aliment tant qu'il y en a. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'ils s'autorégulent. Mais... Rarement. C'est rarement le cas. Donc, je préfère vous recommander de contrôler les quantités. Et on peut laisser une quantité à volonté, mais une quantité qu'on a contrôlée. Oui. Si l'animal va grignoter au fur et à mesure de la journée, ce n'est pas un problème, mais on contrôle quand même la quantité globale qu'on distribue dans la journée. Ok, ensuite j'ai Bruna Célie. Les croquettes dites médicalisées peuvent-elles être utilisées à longue durée ou à long terme? Alors, pour répondre à cette question-là, c'est difficile de répondre à cette question-là de manière précise parce qu'il existe plein de croquettes que vous appelez médicalisées ou médicales. Donc, il en existe de différents types pour des indications à chaque fois différentes. Donc, ma réponse va être, ça dépend de l'indication. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, ça n'est pas forcément souhaitable. Mais ça va être à chaque fois du cas par cas. Et ça va être à rediscuter avec le vétérinaire qui a prescrit ces aliments, parce que c'est à chaque fois une situation particulière. Mais ça peut arriver qu'on maintienne un animal sous un aliment thérapeutique à vie. Surtout des maladies chroniques. Exactement. Les maladies chroniques, c'est le bel exemple. Ok. J'ai Julien qui demande, peut-on servir à son chat des croquettes et de la pâtée durant le même repas? Alors, c'est tout à fait possible. Je vous déconseille par contre de les mixer dans la même gamelle. Le chat aime pas trop le dur dans le mou. Voilà, il aime soit les aliments secs, soit les pâtés, mais l'entre-deux, ils apprécient moyennement. Mais vous pouvez très bien donner une petite quantité de croquettes et une petite quantité d'aliments humides en pâté en même temps, simultanément, et ils mangent à sa guise l'un à l'autre en même temps ou alternativement. Il n'y a aucun problème. Donc on parle bien de chats. Petite info au passage pour les chats, c'est toujours intéressant de diversifier l'alimentation de nos chats le plus tôt possible quand ils sont jeunes. Donc déjà de ne pas donner que des croquettes, mais de donner de la pâtée comme vous faites, c'est une très bonne idée. Et puis si vous avez envie de lui donner une cuillère à café de yaourt et qu'il apprécie, pas de problème. C'est pas avec ça qu'on va le faire grossir. On tient quand même beaucoup d'eau et c'est peu calorique. Et cette petite diversification alimentaire, c'est utile parce que si votre chat il est habitué depuis le départ à ne manger qu'un seul aliment, toujours le même, si plus tard vous avez besoin de changer, ça va être difficile. Le chat n'aime pas les changements, il n'aime pas spontanément la nouveauté, sauf s'il a été diversifié plus jeune. Donc c'est important de faire une petite diversification alimentaire. C'est intéressant de faire une diversification alimentaire. Et la pâtée peut être un bon moyen d'avoir une diversification. Ok, parfait. Aude demande, bonsoir, comment limiter les gaz chez les chiens? Ça aussi, c'est une bonne question. Tout à l'heure, Nafissa, on parlait d'observer les selles comme reflet de la digestion. Les flatulences, les gaz, les flatulences, c'est d'où ça vient? Deux causes possibles. Soit c'est une surcharge alimentaire. En gros, il a trop mangé d'un coup. Il a fait un trop gros repas de fête. Normalement, c'est pas tous les jours, c'est exceptionnel. Si c'est
plus souvent plus qu'une ou deux fois dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, à la fin dans le côlon, donc c'est la partie terminale du tube digestif de votre chien ou de votre chat, il y a des fermentations. Pourquoi il y a des fermentations? C'est parce qu'on se retrouve en fin de digestion avec des éléments qui n'ont pas été digérés avant. Pourquoi? Parce que nos chiens, nos chats, je vous l'ai dit, ils ont un transit rapide. Donc, comment ça se fait qu'on va se retrouver avec des aliments non digérés, quelque part, et qui vont fermenter et donc produire des gaz, alors que vous avez sans doute donné un aliment pour chien ou pour chat? Ça peut être tout simplement parce que, par exemple, si c'est un chien ou un chat, il gobe au lieu de croquer ses croquettes. Donc vous allez avoir une croquette qui va arriver dans l'intestin, et le temps que les petites enzymes digestives, la flore digestive, etc., le grignotent, c'est trop tard, il en reste encore une partie qui n'est pas digérée, qui arrive dans le côlon. Et ça va fermenter, ça va faire des gaz. Autre possibilité, certains types d'amidons qui peuvent être moins bien digérés, parce qu'ils sont plus difficiles à digérer chez les chiens et chez les chats, et du coup, ils vont donner des flatulences. Donc, dans ces cas-là, allez revoir la taille de la croquette, s'ils gobent au lieu de croquer, et les types d'amidon qui sont dans les ingrédients de l'aliment. Soit l'aliment n'est pas adapté à ce chien, oui, ou alors l'aliment est adapté, mais on ne lui distribue pas comme il faut, ou comme il aurait besoin. Ou lui, il ne le consomme pas comme il faut. C'est-à-dire que l'aliment peut être en lui-même de bonne qualité ou bien formulé, mais il ne convient pas à ce chien-là ou à ce chat-là. Ok. J'ai Morgane qui demande, en termes de composition, équilibre, etc., qu'est-ce qu'on doit regarder en tant que propriétaire avec un animal ayant des intestins dits fragiles? Donc on en revient toujours à il y a problématique. Beaucoup de choses dans la question là, en termes de composition. À quoi tu dois faire attention sur un chien qui a des intestins fragiles? La difficulté, c'est de comprendre ce que vous entendez par fragile. Voilà. Soit on a une pathologie digestive, ça arrive. Donc à ce moment-là, il faut consulter, il faut qu'il y ait un diagnostic de poser, et c'est pas toujours évident. Certaines fois, ça peut nécessiter des investigations, des examens complémentaires avant de trouver l'origine du problème. Voilà. Donc dans ce cas-là, la problématique, c'est pas forcément l'aliment, c'est qu'on a une pathologie digestive. Ça peut être simplement que l'aliment ne lui convient pas. Alors, on parlait d'équilibre. Déjà, tous les aliments qu'on doit donner à nos chiens et nos chats, ils doivent être complets et équilibrés. Ça, c'est non négociable. Qu'ils aient des pathologies ou pas, on donne toujours sauf situation rarissime, on donne toujours des aliments complets et équilibrés. Après, en termes de composition, ça rejoint un petit peu la question précédente, par exemple avec les flatulences. Peut-être que dans la composition de l'aliment que vous avez choisi pour lui ou pour elle, il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Et donc ça, il faut aller regarder dans le détail. Mais c'est vraiment un cas particulier. Ok. Carmen, peut-on mélanger deux sortes de croquettes spécifiques pour un chat? Exemple rénal et gastro. Alors, en théorie, on peut le faire. C'est-à-dire qu'un ne vous empêche de prendre deux sacs et de les mélanger entre eux. Ce sera fait. La question, c'est est-ce que c'est utile? Alors, la réponse est non. Ça n'a pas d'intérêt. Aucun. Voire, ça pourrait être contre-productif. Alors, ça veut dire quoi? Si on donne une croquette rénale et une croquette gastro, ça veut dire qu'on a à la fois des problèmes rénaux et des problèmes digestifs. Et donc, on a une situation avec deux pathologies différentes. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a rarement des aliments qui peuvent convenir à ces deux pathologies-là en même temps. Les recommandations ne sont pas les mêmes. Exactement. Pour chaque pathologie, les recommandations nutritionnelles, les besoins, la formulation va être différente. Donc, il va falloir faire un choix, et ce choix, il doit être fait médicalement parlant. Donc ça, il y a une discussion à avoir avec le vétérinaire traitant ou un vétérinaire autre qu'on peut consulter en référé pour avoir un avis en nutrition en collaboration avec le vétérinaire traitant pour trouver la meilleure solution pour votre chien ou pour votre chat. Là, on parle pour vous, c'est un chat. Mais oui, là, il va falloir qu'il y ait un choix de fait. Mais là, c'est pas le propriétaire. Le fait de mélanger les deux aliments, c'est une fausse bonne idée, en fait. On imagine régler les deux soucis en même temps, et en fait, ça ne marche pas. Alors, Marie-Laure, mes chats ont 9 ans et plus. Faut-il donner absolument des croquettes seniors? Alors,
passé un certain âge, chez le chien comme chez le chat, on parle d'animal mature. Alors, en fonction du chien, si c'est un grand chien, un petit chien ou un chat, on va dire entre 7 et 9 ans, on va changer l'alimentation. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que l'animal est vieux, ça ne veut pas dire que l'animal est condamné. Ça veut dire qu'on va faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on va modifier son alimentation pour limiter le risque d'apparition de certaines maladies. Je pense par exemple à certaines affections rénales, par exemple, ou à l'arthrose. Donc en passant sur des aliments qu'on va appeler soit matures, soit seniors, donc des aliments qui sont en termes de composition, en nutriments formulés pour un animal de plus de 7 à 9 ans, en moyenne, et ben, par exemple, on va avoir une teneur réduite en phosphore, ce qui est super important parce que pour la santé de ses reins plus tard, le phosphore, l'excès de phosphore est toxique pour les reins. Donc, c'est très important d'avoir un changement alimentaire pour s'assurer que l'aliment qu'il consomme tous les jours ne contienne pas d'excès de phosphore. C'est un élément de prévention, en fait. Oui. On pourrait dire pareil aussi pour les oméga 3, par exemple. Il y a d'autres nutriments, et tout à fait. Voilà, l'apport en acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3, qui ont des effets qui ont été démontrés en termes de diminution des risques d'hypertension, en termes d'un effet aussi antifibrosant, sur les douleurs liées à l'arthrose. Enfin, donc il y a tout un tas de... Ouais, il y a tout sur l'hypertension rénale, enfin... Bref, il y a tout un tas de nutriments qui vont être apportés en quantité différente sur des aliments. On est d'accord que c'est quand même des aliments, dans certains cas, un peu haut de gamme, mais la composition est vraiment différente et ça permet d'avoir un effet bénéfique, préventif, sur la santé à moyen terme. Et en parlant d'oméga 3, il y a Anne qui demande aussi quel ratio oméga 3, oméga 6, c'est plus oméga 6 sur oméga 3. On peut l'inverser. Oui. Donc, pour préserver les articulations au mieux. En gros, si je reformule la question, c'est est-ce qu'il faut donner plus d'oméga 3 ou plus d'oméga 6 pour la santé articulaire? Donc, j'imagine que votre animal a de l'arthrose, de ce que vous nous dites. Donc, en cas d'arthrose, on va utiliser des oméga 3 à forte dose. Parce que donné à forte dose, on va avoir un effet qu'on appelle anti-inflammatoire-like, ça veut dire comme des anti-inflammatoires, ça va avoir un effet antalgique sur la douleur. Ça a un effet aussi, ça va orienter un petit peu la balance de l'organisme sur le côté un peu plus anti-inflammatoire que pro-inflammatoire. Donc c'est vraiment la supplémentation en oméga 3 qui est importante, et du coup, on va se retrouver à inverser notre ratio oméga 6 sur oméga 3. Sur un animal sain, on va avoir adulte en bonne santé, normalement les recommandations c'est de donner 5 oméga 6 pour un oméga 3, grosso modo. Et là, on va complètement inverser le rapport. Donc ça veut dire aller chercher des grosses quantités d'oméga 3 qui vont être soit dans un aliment qui les contient déjà, soit en plus de l'aliment, soit les deux. Ok. Ensuite, il y a Anne qui demande que penser des croquettes qui annoncent un taux de protéines supérieur à 50%. Est-ce que c'est risqué pour des chiens de compagnie avec un rythme d'activité normal, c'est-à-dire 2 heures par jour? Bon, c'est bien, parce que 2 heures par jour, c'est pas beaucoup de chiens. 2 heures par jour, oui. Déjà bravo, Oui. C'est bien. C'est plus que normal, moi, je pense. Ouais. C'est en fait l'activité normale pour un chien, finalement, ce serait qu'il marche entre 2 et 6 heures par jour. Quoi. Parce que quand on travaille, c'est quand même très compliqué à faire. Donc déjà, bravo si vous arrivez à offrir à vos chiens 2 heures de balade par jour, c'est super pour eux. En termes de taux de protéines dans l'aliment que vous choisissez pour eux, c'est pas tellement une question de danger. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi aller chercher un aliment qui contiendrait 50% ou plus de protéines. Voilà. Ça fait quand même beaucoup. Et donc la question que je vais me poser, parce que quand on prend un aliment tout prêt, d'avoir beaucoup de protéines dans une croquette, la question que moi je me pose tout de suite, c'est est-ce que vraiment j'ai 50% de protéines de bonne qualité? Donc c'est pas parce qu'on a beaucoup de protéines qu'elles sont de bonne qualité, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'elles sont digestes, et c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que dans ce beaucoup de protéines, il y a tous les acides aminés essentiels. Je vais caricaturer, si toutes les protéines, ça vient principalement de tendons et de trucs comme ça, on va avoir un spectre d'acides aminés qui est nul, même s'il y en a beaucoup.
Donc en termes de santé, ça n'aura aucun intérêt. Donc je m'attacherai plus à la qualité des protéines qu'à la quantité sur l'étiquette. Vraiment. Et cette info, je le sais, n'est pas toujours facile à avoir. Oui, oui. Mais en même temps, les fabricants sérieux sont capables de fournir les éléments dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut interroger le fabricant. Hein. Vous avez souvent des services consommateurs ou que vous pouvez solliciter en demandant quelles sont leurs sources de protéines, le taux de digestibilité de leurs protéines. Normalement, les fabricants sérieux, ils les mesurent. Hein. Ils les font faire, les mesures, s'ils ne les font pas eux-mêmes. Enfin, c'est des données qui sont connues. Et le spectre en acides aminés aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, interroger le fabricant. La deuxième, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre vétérinaire ou d'un vétérinaire nutritionniste pour connaître les besoins en protéines de votre chien. Ou de vos chiens, il y en a 2. Hein, et une fois que vous connaissez, ça se calcule aussi. Et une fois qu'on connaît les besoins en protéines, eh ben, on va aller chercher l'aliment qui comble pile poil ces besoins. Parce que ce n'est pas non plus nécessaire d'aller apporter plus de protéines que ses besoins. C'est pas forcément... Si c'est des protéines de bonne qualité, ce n'est pas forcément grave, en point de vue santé. Mais est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que c'est écologiquement souhaitable? Ça, c'est encore une autre question. Donc, interroger le fabricant et aller demander qu'on vous calcule, qu'on vous estime le besoin en protéines de vos chiens. C'est finalement le principal, puisqu'on n'a pas vraiment de référence, il n'y a pas de taux limite en termes de protéines. Il n'y a pas de maximum. Oui, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum recommandé. Il y a des seuils minimums, mais qui sont des minimums. C'est-à-dire qu'on sait que si on tombe en dessous, on est vraiment dans le rouge, quoi. Mais si on est un peu au-dessus ou un peu plus qu'un peu au-dessus, on ne sait pas toujours. Alors, on a quand même des études qui commencent à... On a quelques études qui donnent quelques informations, notamment chez le chat. Chez le chien, c'est quand même plus compliqué. Et puis, on a une variété de races qui est chez le chien qui est plus importante que chez le chat. Les chiens, ça va du chihuahua d'1,5 kg à des dogs ou à des très grandes races qui peuvent faire 60-80 kg. Le labrador n'aura pas les mêmes besoins. Et ça ne s'exprime pas de la même manière. Donc, autant on a des seuils minima en dessous desquels on sait qu'il ne faut pas aller, et d'ailleurs c'est bien documenté, et puis vous allez sur tous les sites on a des réglementations françaises et européennes qui sont très claires là-dessus, mais qui sont des minima à minima, qui sont, à mon avis, insuffisants, mais par contre on n'a pas de limite maximum connue. C'est pourquoi il faut se fier aux autres critères. C'est pour ça qu'il faut aller voir tous les autres critères. Ok, très bien. Jennifer, quel est l'intérêt d'avoir des céréales dans la nourriture pour chiens? Et Valérie, alors ça va être, je pense qu'on va répondre aux deux en même temps, c'est le même sujet. Les croquettes avec ou sans céréales, point d'interrogation. Alors, bonne question, merci Jennifer de la poser. C'est aussi ça, le grand serpent de mer, les céréales, pour, contre. Alors, intérêt des céréales dans la nourriture pour chiens. Alors, si on parle d'une croquette déjà, on ne peut pas faire de croquettes sans amidon. Parce que les céréales, en fait, ça apporte de l'amidon. C'est comme quand nous, on fait un gâteau à la maison, si on ne met pas de farine, ça ne fait pas plop à la cuisson. Donc, intérêt des céréales dans les croquettes, c'est que ça permet de faire une croquette. Sinon, c'est technologiquement impossible de faire une croquette. Après, quel est l'intérêt pour le chien ou pour le chat? Les céréales, l'amidon, c'est une source d'énergie qui, si elle est bien cuite, on peut discuter des types des différents amidons, mais qui, sur des amidons de céréales, une fois qu'ils sont cuits, ils sont très bien digérés par les chiens et les chats. C'est même souvent ça le problème, c'est qu'il les digère tellement bien qu'on se retrouve avec des patients obèses, enfin en tout cas en surpoids, voire obèses. Mais ça reste quand même une source d'énergie peu chère. Alors on est bien d'accord que s'il n'y a que des céréales, ça ne comble pas les besoins nutritionnels, hein, mais de toutes les façons, on ne peut pas se passer d'amidon pour faire une croquette. Alors, je rebondis du coup sur le deuxième aspect de la question, qui était Valérie. Après, si je peux me permettre de compléter ta réponse, l'intérêt des céréales aussi dans les croquettes, c'est aussi d'apporter des fibres. Alors, en fonction des types de céréales qu'on va utiliser, ça va apporter en même temps des quantités plus ou moins importantes de fibres, les fibres qui sont indispensables à la santé de l'animal. Hein. Et que ce soit pour le transit. Si on peut faire une comparaison un petit peu vite fait, un peu rapide quand même en alimentation humaine, quand on mange un pain complet, c'est des céréales complètes, on a plus de fibres par exemple
Et généralement, les gens qui consomment du pain complet le savent, c'est un intérêt pour le transit. Donc, voilà. Là, au travers des céréales, on va non seulement avoir de l'amidon, on peut avoir un peu de protéines, mais des fibres. Voilà. Il n'y a pas que l'aspect amidon, hein, bien évidemment. Et donc, pour en revenir à la question de Valérie, les croquettes avec ou sans céréales? Alors, avec ou sans céréales. La question, c'est pas tellement avec ou sans céréales. C'est que s'il n'y a pas de céréales, qu'est-ce qu'il y a à la place? Je vous disais, pas de croquettes sans amidon. Donc, si on ne met pas de céréales, on va aller chercher un autre ingrédient ou d'autres ingrédients qui vont apporter de l'amidon. Je refais toujours ma comparaison pour faire un gâteau. Si je ne mets pas de farine pour faire mon gâteau, je vais remplacer par quoi? Je vais remplacer, par exemple, avec de la maïzena. Je ne vais pas faire de pub, avec de l'amidon de pommes de terre. Par exemple, de la fécule de pommes de terre. Voilà. Ou de maïs. Donc, s'il n'y a pas de céréales, il y a forcément d'autres sources d'amidon dans les croquettes. Donc, il faut aller voir quelles sont ces sources d'amidon. Souvent, c'est des amidons qui viennent de pommes de terre ou de protéagineux, hein, de certaines légumineuses, des pois, des petits pois, des pois chiches, des fèves. Voilà, toutes ces légumineuses contiennent de l'amidon et donc, du coup, ça permet de fabriquer une croquette. Alors, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément intéressant de passer d'un amidon de céréales à un amidon de légumineuses. En tout cas, on peut discuter déjà des quantités, mais la première chose, c'est que l'amidon de légumineuses, il va nécessiter une cuisson plus importante que l'amidon de céréales classique. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave, on cuit un peu plus longtemps et un peu plus fort. Oui, sauf que plus on cuit fort et longtemps, plus on va altérer la digestibilité, par exemple, d'autres nutriments qu'on avait mis dans notre mélange. Je pense, par exemple, aux protéines. Donc, on peut avoir beaucoup de protéines, mais on a mis des amidons qui nécessitent d'être cuits très longtemps, donc on a beaucoup cuit notre aliment. Donc, au final, surtout avec un aliment qui est sans céréales, par exemple, en tout cas avec d'autres amidons, mais dans le cas on a mis beaucoup de protéines, mais on les a dénaturées à la cuisson, c'est un peu dommage. Donc, ça peut être contre-productif. Donc, je ne vais pas répondre à pour ou contre les céréales dans les croquettes, parce qu'il faudrait développer de manière bien plus longue et bien plus précise d'un point de vue scientifique. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur s'il n'y a pas de céréales, par quoi on les remplace. Et pour faire une croquette, on est obligé qu'il y ait de l'amidon. Et en quoi l'amidon de légumineuse serait meilleur que l'amidon de céréales? Il n'y a rien qui le démontre aujourd'hui. Rien du tout, scientifiquement, médicalement parlant. Et par quoi on les remplace et surtout en quelle quantité? Parce que apparemment, les aliments qui seraient incriminés dans des problèmes, par exemple cardiaques, ce sont des aliments qui ont des taux très très importants en légumineuses. Alors, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, on a une variété d'aliments différents sur le marché, certains avec des quantités très variables de certains types de matières premières, certains types d'amidon, du coup. Et c'est pas évident de s'y retrouver, même nous, d'un point de vue scientifique, d'avoir les études qui ont prouvé qu'à partir de tel seuil, c'est toxique, en dessous de tel seuil, ça va. Tout ça, c'est des données qui sont complexes, hein, parce qu'on a une multitude de fabricants qui mettent sur le marché des aliments avec des compositions, finalement, en tout cas des matières premières, des sourcings qui sont variables. Donc, il faut avancer, j'ai envie de dire, avec précaution là-dedans, même si certaines fois l'effet nouveauté est un peu tentant. Alors, je ne sais pas si on a le temps de poser encore des questions. Encore une question, donc dernière question, sur le phosphore. Apparemment, il y a pas mal de questions sur le phosphore. Alors, c'est Emma qui demande quel est le taux de phosphore à ne pas dépasser sur un aliment sec ou humide. Et peut-être que cette question est aussi en rapport. Clarisse, bonsoir. Avez-vous parlé de taux de calcium et de phosphore qui sont importants, mais à combien doivent être ces taux pour un chat de 1 an et demi? Dans mon cas, merci. Et une dernière question, du coup, c'est 3 questions. Chez le chat qui a des calculs d'oxalate, quels sont les besoins en calcium, phosphore et autres acides aminés, et surtout ceux à éviter absolument? Moi, je pense que c'est un peu trop long. On va essayer de répondre peut-être à la première, et puis on répondra aux autres questions sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser d'autres questions, et peut-être reposer celle-là aussi pour qu'on y réponde dans un second temps, parce que là, on arrive à la fin de la session. D'ailleurs, on a explosé les compteurs.
En tout cas, c'est une question qui est pertinente parce que voilà, on se rend bien compte de l'impact de la quantité de minéraux par leur absence ou par leur présence sur la santé de nos aliments. Alors, sur un animal qui va bien, c'est difficile de vous donner une valeur précise, intangible. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un aliment en croissance, en gros, on va avoir, pour schématiser, 2 fois plus de besoins en calcium-phosphore qu'un aliment adulte. Et par contre, l'animal qui vieillit, on va chercher à en avoir le moins possible en phosphore. C'est même pas une quantité donnée, c'est le moins possible. Donc, passé un certain âge, on va essayer de se passer au maximum du phosphore. Après, si vous avez des situations avec des calculs, alors, soit des calculs urinaires, soit des cristaux, ça va dépendre du type de calcul et du type de cristaux. Alors, il y a 2 grands types de calculs de cristaux, ça dépend si c'est chien ou chat. On a des calculs qui sont des struvites, qui sont des phosphates ammoniaco-magnésiens. Donc, dans ce cas-là, l'apport en phosphate et en magnésium va être important. Là, d'autres, c'est les oxalates. Alors là, c'est pas les mêmes minéraux qui sont en jeu. Mais ça, du coup, c'est des situations pathologiques dans lesquelles on va aller chercher des aliments spécifiquement formulés, qu'on va appeler diététiques, des aliments à objectifs nutritionnels précis, dans lesquels on va avoir une modulation de la quantité de certains minéraux en fonction du type de calcul qui auront été identifiés pour votre chien ou pour votre chat. Et il y a encore d'autres types de calculs. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction du type de calcul. Et du coup, l'importance de faire analyser, qu'il y ait un diagnostic du type de calcul, ça va permettre d'adapter l'alimentation. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci infiniment pour votre participation. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur les réseaux. Merci Pascal pour cet échange. C'était très très intéressant. Et puis peut-être à la prochaine pour une nouvelle session. Avec plaisir. Merci Bonne soirée à tous.